Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau club, l'Hémicycle, en direct sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans cet auditorium d'Epoca. Je suis très heureux, très honoré, je ne le dis pas souvent, Pierre Moscovici, de recevoir le président de la Cour des comptes. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci, je suis très heureux aussi. Alors, on va parler de votre livre, mais bon, ça c'est un peu le prétexte, vous savez comment ça marche, hein, les journalistes. Hein, voilà. Alors moi j'ai reçu, votre éditeur m'a envoyé un peu tard, donc je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Et vous avez reçu. Voilà qui est franc. Voilà, ben oui, mais oui. Et vous avez reçu récemment les nouveaux exemplaires de l'Hémicycle. Donc vous lisez aussi l'Hémicycle et j'en suis très content. Alors le club l'Hémicycle, c'est toujours la même chose. On parle d'abord du parcours de l'invité. Bon, évidemment, nos meilleures années chez Gallimard, la jeunesse, les amis de la politique, ben, c'est un peu ça. Donc, alors le livre est copieusement garni de pages, mais vous allez nous faire un résumé de tout ça parce que c'est intéressant de connaître votre parcours. Du milieu d'où vous venez, d'intellectuels de gauche, je pense à Serge, je pense à Marie, vos parents. Et puis après, on parlera un peu d'actu. Alors, je sais, je connais votre prévention, Monsieur le Président, président de la Cour des comptes, est-ce que ça peut s'exprimer sur l'actu, mais j'essaierai quand même. Et puis enfin, on parlera de macroéconomie et de budget, parce que la Cour des comptes publie des rapports, en direction notamment de l'État, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, vous aiguillonnez un peu l'État sur ses dérapages. Alors, commençons par votre parcours, Monsieur Moscovici. J'adore le titre. Nos meilleures années, la jeunesse, les amis, la politique, tout ça, ça veut dire que vos meilleures années sont derrière vous. J'espère que non. Quand je dis nos meilleures années, c'est pas mes meilleures années. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour deux raisons. Il y a une raison intime et une raison politique, pour le coup, ou citoyenne, ou démocratique, comme vous voulez. La raison intime, c'est que vous m'interrogez sur mes origines. Je suis le fils sans doute d'intellectuels de gauche, mais avant tout d'intellectuels de gauche juifs, qui tous les deux avaient souffert pendant la période de la guerre. Mon père était dans un camp de travail en Roumanie, ma mère était cachée par des justes en Lozère. Et les survivants, puisque c'était des survivants, avaient une culture du silence. Ce qui fait que, par exemple, mon père ne m'a jamais parlé de sa vie. Il est arrivé en France à 22 ans. Il a été dans un camp de travail, il avait une famille que je n'ai jamais connue, et il a fallu que j'ai 40 ans pour qu'il dépose sur ma table un livre qu'il avait écrit probablement pour ça. Et il avait donné une dédicace qui était des choses sues et non dites entre nous. Ce qui était dans le titre initial, qui était un peu moins vendeur peut-être que celui-là. Et je me suis dit, moi je suis devenu père très tard, à 60 ans. J'ai un enfant qui a 5 ans. Et je ne veux pas que mon fils soit dans la même situation. Je ne veux pas être silencieux. Donc je lui dédie ce livre en disant, voilà, je ne veux rien lui cacher. Je veux qu'il sache, je ne sais pas quand je disparaîtrai, dans quelles circonstances, on ne sait jamais, qui est son père, ce qu'il a fait, et ses grands-parents aussi. Donc ça, c'est la première raison intime. Et la deuxième raison, elle est citoyenne, qui est que, c'est pour ça que je parle de nos meilleures années, je souffre de l'affaissement du débat démocratique dans ce pays. J'ai vécu pendant 30 ans dans la politique, quand même, je ne vais pas faire comme si ça n'avait pas existé. J'ai été député européen, ministre, conseiller général, conseiller régional, président d'agglomération, commissaire européen. Et ministre des Finances. Ministre des Finances, je l'ai dit, mais et membre du Parti Socialiste pendant toute cette période. J'ai accompagné Lionel Jospin, Michel Rocard, Dominique Strauss-Kahn, j'ai été le ministre de François Hollande. Et j'ai participé à une vie démocratique. J'étais aussi le ministre de Jacques Chirac, en cohabitation pendant 5 ans, où il y avait la droite, il y avait la gauche, qui étaient deux grands blocs qui se faisaient face, avec des visions différentes de la société et du monde, des propositions différentes. Ça avait de la gueule. Les uns gagnaient, les autres perdaient, et réciproquement à d'autres moments. Quand vous dites j'ai accompagné Lionel Jospin, il était Premier ministre ou il était ministre de l'Éducation? Oh là, j'ai commencé avec lui quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, non, mais dans ses portefeuilles ministériels. J'ai été son conseiller budgétaire en 1988. Je sortais juste de mes années d'auditorat à la Cour des comptes, j'avais 30 ans à l'époque. Et à l'Éducation nationale aussi? Non, à l'Éducation nationale, j'étais son conseiller budgétaire. Et ensuite, j'y suis resté 2 ans. Je suis ensuite entré à la direction du Parti Socialiste. Et puis, j'ai accompagné le Jospin comme candidat à l'élection présidentielle en 1995. J'étais trésorier de sa campagne, plutôt président de son association de financement. Et j'ai été secrétaire national avec lui.
Et j'ai été son ministre de 1997 à 2002, ministre des Affaires européennes. Jacques Chirac était président. Et donc, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la politique avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de violence, beaucoup de radicalité, beaucoup d'agressivité, beaucoup de simplisme, beaucoup de radicalité, comme on dit, mais un peu bête parfois. Et puis aussi, comment dire, du spin, comme disaient les blairistes, c'est-à-dire des images, de la com, des formules. Et tout ça nourrit quand même un sentiment d'affaissement du débat démocratique. Et je pense que les gens de ma génération, qui ont participé à cette vie politique, ont le devoir de témoigner pour dire, voilà, refaisons une politique. Je ne suis pas nostalgique, hein. Je ne pense pas du tout qu'on fera comme avant. On n'aura pas exactement les mêmes partis, on n'aura pas les mêmes façons de faire. Mais quand même, soyons à la hauteur, parce que nos concitoyens voient que le débat démocratique est affaissé, affaibli, dévoyé. Ils en souffrent. Et ça les conduit à se radicaliser, à se tourner vers ce qu'on appelle, de façon parfois impropre, les extrêmes. Oui, un mot encore sur votre parcours, avant qu'on aborde les questions d'actualité, Monsieur le Président. Hein, oui. Serge et Marie il a voulu témoigner, votre père, au travers de ce livre, et vous faites la même chose, finalement, en prenant un peu les devants. Heureusement. Bon. Mais qu'est-ce que Serge, votre père, a laissé comme trace dans votre mémoire? Qu'est-ce que ce livre que vous avez découvert, donc, vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a transmis? Une histoire, une culture, la figure d'un homme qui était exceptionnel, parce que c'était un grand intellectuel. Psychologue social. Oui, mais psychologue social, épistémologue, scientifique, un peu philosophe, écologiste, un des fondateurs de l'écologie politique en France. Vraiment un esprit assez universel, qui touchait à beaucoup de choses, qui allait très profondément dans les sujets. Je l'admirais beaucoup. Et au-dessus de ça, je l'aimais beaucoup. Parce que c'était un père qui avait du mal parfois à communiquer ses sentiments, mais extrêmement tendre, attentionné. Et donc il m'a laissé l'amour d'un père avant toute chose. Et ce qu'on transmet à son fils, oui, justement, avant toute chose, c'est ça. Oui, mais justement, vous aimeriez que votre fils vous admire plus qu'il ne vous aime, ou le contraire? Non, non, je me fiche qu'il m'admire. Je veux qu'il m'aime. Enfin, j'aimerais qu'il m'aime. Je crois que pour l'instant, ça va. Mais à 5 ans et demi, on est encore dans cette phase où on aime ses parents de façon assez inconditionnelle. Après, on les met en cause. Après, ça parfois, viendra. Pour ne pas reproduire leur éducation, on fait exactement l'opposé. Je l'accompagnais à l'école ce matin, la main dans la main, et je lui disais, tu crois que tu me tiendras encore la main quand tu auras 10 ans? Il me dit, je te tiendrai la main tout le temps. Ah, c'est mignon. C'est merveilleux. C'est pas vrai. Mais bon, j'aime à penser que ça durera un certain temps. Alors, je voudrais parler un peu d'actu avec vous, Pierre Moscovici. Alors, je sais quel est votre rôle, quel est votre statut dans la République française, la Cour des comptes. Bon. Mais voilà, on a vécu un moment que les commentateurs, qui parlent souvent sans rien dire, ont défini comme étant une crise politique majeure. Le fait que cette motion de rejet ait été votée à 5 voix près par les députés à l'Assemblée nationale. Au-delà de ce que vous avez dit sur la radicalité, l'agressivité, le débat qui s'effondre finalement, quel regard vous portez sur ce qui apparaît comme le premier véritable échec, finalement, public, électoral, d'une certaine manière, du président de la République? Je ne vais pas commenter ça. Je pense que ça votre première fois, je la connais par cœur. Je pense que cette expression est un peu impropre tout de même, parce qu'il y a eu autre chose avant, dont nous payons les conséquences. Alors, je ne parle pas d'effondrement du débat démocratique, j'ai dit affaiblissement. Nous sommes encore une grande démocratie, il y a du ressort, il y a des idées, des intellectuels, il y a des hommes et des femmes qui ont du talent. Donc, l'effondrement, je m'en garde. Mais ce n'est pas à moi de commenter, vous êtes journaliste, pas moi. Crise politique majeure, etc. Ça peut faire des titres, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a un événement politique qui s'est produit. D'abord, ce qui s'est passé avant comme échec électoral, c'est qu'après l'élection du président de la République, ou sa réélection large contre Marine Le Pen, 58-42, il y a eu les élections législatives où les Français ont dit, voilà, nous avons réélu président contre elle, mais pas de majorité. Et depuis, ce qui est rarissime, hein. En général, un président élu ou réélu a une majorité. Ça n'est jamais arrivé, mais on a connu, si vous voulez, deux situations jusqu'à présent dans la Ve République. Le président a une majorité ou le président cohabite. Là, on est un peu ni dans l'un ni dans l'autre. On dit dans le même temps. La majorité relative, non? C'est-à-dire que il n'y a pas de majorité alternative. Donc le président préside, le gouvernement gouverne, mais avec une assemblée qui est plus exigeante, qui bloque un certain nombre de choses, avec des processus qui sont un peu brutaux, la multiplication des 49.3. Et là, ce qui se passe hier, c'est un événement politique en tout cas, ça c'est clair,
C'est-à-dire que c'est la première fois depuis 2022, des oppositions très différentes. On ne peut pas comparer la gauche, les gauches plutôt, la droite, l'extrême droite. Ces trois oppositions. Les droites. Vous dites les gauches et vous dites la droite et l'extrême droite. Ce sera à définir, mais disons que si vous prenez une typologie européenne, vous constatez que dans la plupart des pays de l'Union européenne, la droite et l'extrême droite sont alliés. Ça s'est produit un peu partout. Si vous regardez certains sondages, par exemple celui qui est paru la semaine dernière, que j'ai lu avec attention sur le Rassemblement national, vous voyez que les électorats de droite et du Rassemblement national, ceux de LR et ceux du Rassemblement national, sont, sinon confondus, du moins, ils ont vraiment envie, ils se reconnaissent, ils ont envie de gouverner ensemble. Ça, c'est une donnée. 75%, je crois, des électeurs LR pensent qu'il faudra à un moment donné passer à un programme commun. Mais pour l'instant, la droite a résisté à ça. Les leaders de la droite n'acceptent pas l'alliance avec le Rassemblement national. Donc je parle encore de la droite et de l'extrême droite parce que c'est vrai que le Rassemblement national a changé en partie. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n'est pas celui de Jean-Marie Le Pen. Il possède encore des caractéristiques significatives d'un parti d'extrême droite. Mais ce n'est pas à moi de faire cette typologie, je ne suis pas professeur de sciences politiques. Encore que je le suis, mais pas ici ce soir. Donc je reviens à ce que je voulais dire. L'événement, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est trois oppositions que tout sépare, en réalité, qui ne peuvent pas gouverner ensemble, qui ne veulent pas gouverner ensemble, ont décidé pour la première fois qu'elles votaient ensemble contre le gouvernement. Et donc, qu'elles empêchaient, qu'elles bloquaient un texte. La crise dépendra, pas crise, ça dépendra de la solution qu'apporte le président, qu'apporte le gouvernement à cet événement, cette situation. Ça dépendra du comportement des oppositions, ça dépendra du comportement de la majorité. Mais il y a événement. Parce que ça veut dire que désormais, à un moment donné, le gouvernement pourrait tomber. Alors, parce que ce n'est pas un 49-3, c'est une motion de rejet. J'ai plusieurs questions à vous poser. Cette loi immigration, juste pour prendre ce fait majeur, elle est jugée trop dure par une partie de la gauche et de l'extrême gauche, et elle est jugée trop molle par une partie de la droite et de l'extrême droite. Est-ce qu'en fait, on n'a pas vécu avec cette motion de rejet la fin du en même temps? Je me garderai de tirer des plans sur la comète, de commenter ce qui va se passer. Ça, c'est très compliqué. Disons en tout cas que dans cette affaire-là, ce qui a permis cette coalition, cette coagulation d'opposition, c'est qu'en effet, les uns et les autres ne voulaient pas de cette loi, mais à partir de logique qui était différente. Pour les uns, elle était effectivement répressive, attentatoire aux libertés, et pour les autres, elle était insuffisamment ferme. Je regardais ce matin M. Jordan Bardella. C'est là où quand même on dit la droite, oui, enfin, c'est comme droite assez dure quand même, expliquer que ce n'était pas une loi contre l'immigration, mais une loi pour l'immigration. Que rien ne marchait, qu'il fallait faire beaucoup plus. Donc, vous voyez, c'est pas le en même temps. On essaie de s'adresser aux uns et aux autres et on n'a pas réussi à répondre aux uns. Mais l'immigration illégale dans ce pays n'est pas un problème? Alors, la Cour des comptes va sortir prochainement un rapport sur l'immigration irrégulière. La question, c'est de savoir comment on est capable de gérer l'immigration irrégulière. Il y a déjà des textes. Il y a déjà eu de très nombreuses modifications législatives. Il y en a eu, je crois, 130 au cours des 10 dernières années de plus ou moins grande importance. On est à la 25e loi sur l'immigration. Voilà, beaucoup de lois sur l'immigration. Donc, déjà, il faut faire marcher ce qui existe. Et après, ce sont des options politiques sur lesquelles moi, je n'ai pas à me prononcer. Je ne fais plus de politique aujourd'hui. Je suis un citoyen, je réfléchis. Oui, mais je vous regarde. êtes un citoyen engagé encore, Pierre Moscovici. Non, vous êtes un citoyen, alors, si vous préférez. Vous n'êtes pas un citoyen? Si, je suis un citoyen. Je suis un citoyen. Vous avez votre avis? Je suis un citoyen qui réfléchit, qui a un peu d'expérience, qui observe, qui regarde. Qui a beaucoup d'expérience. Mais qui a beaucoup d'expérience, en effet. 30 ans. Je vous rappelle qu'on s'était connus en 97, quand vous étiez ministre des Affaires européennes. C'est terrible de me rappeler que j'étais ministre il y a presque 27 ans. Mais c'est comme ça. C'est exact. J'espère avoir gardé un peu de fraîcheur quand même. Mais un peu de jus, comme on dit. Je crois que ça va encore. C'est pas de bois. Mais je ne m'engage pas, justement. Le jour où j'aurai fini à la Cour des comptes, je me ferai en réentendre dans le débat public. Là, je témoigne, mais je ne prends pas position. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, je préside une institution qui est indépendante. Et mon rôle est impartial. Qui est essentiel à la gouvernance du budget de l'État. J'avais déjà un certain âge, j'étais au terme d'une carrière. Je ne prétendrais pas avoir subi une grève de cerveau. Donc, je peux vous confirmer que dans ma tête personnelle, comme ça, comme citoyen, je suis ce que j'ai toujours été. Mais Pierre un socialiste, un social-démocrate, pro-européen, et dramatiquement modéré, en fait. Très bien. Modéré au sens du dialogue. Et j'accepte de
de ne pas être d'accord avec On a d'autres. besoin de dialogue en ce moment. Je Quand pense tout se aussi. radicalise Mais donc, et se conflictualise. Je reviens quand même à ce qui nous rassemblait là sur ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est la fin du même temps? Je ne sais pas, mais ce texte-là, en tout cas, n'a pas réussi à convaincre et les uns et les autres. D'ailleurs, la sortie d'une commission mixte paritaire, partant du texte du Sénat, Donc 7 députés, 7 sénateurs, hein, c'est Partant du l'option texte- qu'a pris le gouvernement, enfin le président partant Macron, du texte du Sénat, qui est plus avec- dur que la loi actuelle. absolument, avec une majorité qui est du centre et de la droite, ne peut pas aboutir à un texte en même temps. Donc, en tout cas, sur ce texte-là, il n'y aura pas de en même temps à l'arrivée. Bah, ce sera une version durcie du texte initial du gouvernement qui sera soumis ensuite au vote du Parlement. Alors, avant qu'on aborde nos péchés mignons, la macroéconomie, les budgets, les dérapages budgétaires et autres, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit le RN se normalise. Entre le RN qui se normalise et la France insoumise qui refuse de qualifier, par exemple, le Hamas d'organisation terroriste. C'est des raccourcis. Hein. Oui. Vous savez, je ne suis que journaliste. Hein. Non. Bah, il se normalise. J'ai dit que sur C'est ce que vous avez dit ça, je Non, crois, j'ai dit hein. que sur certains. Mais il y a un effort de dédiabolisation depuis une dizaine d'années qui fait que le Rassemblement national, je crois que j'ai dit précisément, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'est pas le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen était un trublion venu de la 4e République, dont les formules antisémites et violemment antisémites ne pouvaient que choquer, et pour des gens comme moi, révulser. Du raffour crématoire, le détail de l'histoire. Bien sûr. Et puis il avait commencé comme ça. Il était éditeur, parfois de chants Oui. nazis, Du etc. Troisième Reich. Ouais, il était quand même. On s'en souvient. Et Marine Le Pen a marqué par rapport à ça un certain nombre de ruptures. D'abord, elle a commencé Mais cette par. gauche-là, vous la reconnaissez encore comme étant gauche. cette gauche, non, attendez. les filles. Non, je parle du Rassemblement national. Parce que vous êtes dramatiquement modéré. Je parle du Rassemblement national. Donc, dire que c'est la même chose, c'est pas intelligent. C'est pavlovien. En même temps, sur l'immigration, sur le rapport à la Russie, sur la conception de l'économie, et la caractérisation de ce parti comme modéré serait quand même assez compliqué, si je m'exprime diplomatiquement. Pour ce qui est de l'extrême gauche, ou de Jean-Luc Mélenchon plutôt, parce que d'abord je ne sais pas si c'est toute l'extrême gauche, et je ne suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui soit tout LFI. C'est un peu plus compliqué, on voit des personnalités qui se détachent de cela, mais en tout cas lui... Enfin, qui subissent des purges Vous savez, staliniennes. Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon, je le connais bien. Nous avons été au Parti Socialiste ensemble, nous avvons été ministres ensemble. Bien sûr. Lionel Jospin, où était un ministre extrêmement heureux, jospinolâtre, à qui on avait confié de belles responsabilités, dont il s'acquittait remarquablement. Laïque, républicain. Contre le voile. Contre le voile, homme de gauche, etc., etc. Et il a changé progressivement. Moi qui vous parle, j'ai été victime d'une parole antisémite de sa part, quand il avait expliqué, je ne sais plus si j'étais ministre des Finances ou commissaire européen, que je ne parlais plus le français, mais le langage de la finance internationale. Non, je ne parle pas de langage de la finance internationale, je parle encore français, c'est ma langue. La finance internationale, il y avait toute une image, on a eu une petite polémique. Ben, je vais vous surprendre peut-être. Je ne suis pas du tout certain, et je ne l'accuserai pas d'être antisémite à titre personnel. Il est toujours sur le bord de la ligne. En revanche, d'abord, il n'a exprimé aucune empathie, aucune, par rapport à ce massacre, ce pogrom Du 7 commis par octobre. le Hamas le 7 octobre. Et ça, c'est quand même très politique. Et donc, ça donne prise à des accusations. Et depuis lors, il ne regarde qu'un des côtés de la C'est-à-dire médaille. qu'il capte un électorat. Il pense tente de capter un je électorat pense qu'il a une approche, communautaire. je pense qu'il a une approche assez cynique, en tout cas, qu'il parle à certains électeurs, qu'il est en plus dans ce qu'il appelle le bruit et la fureur, c'est-à-dire la provocation constante. Bon, est-ce que ça fait un parallèle entre les deux? Après, à chacun d'évaluer. Mais ne faisons pas comme si, tac, d'un coup, le Rassemblement national était devenu un parti modéré et LFI un parti extrême. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut être un peu plus subtil. Je crois, si on veut être rigoureux. Ce que j'essaie d'être. Vous êtes subtil et rigoureux, ce que je ne suis pas donc. Non, je dis Alors- pas ça, mais si vous voulez, je peux avoir, comme tout le monde, en plus je suis un citoyen, je suis un homme de cœur, j'ai des révoltes, j'ai des colères, ça m'arrive. Ce que Jean-Luc Mélenchon fait depuis maintenant presque 2 mois, je trouve ça insupportable. Mais en même temps, j'essaie de me raisonner, parfois. Si je veux caractériser les choses, je ne cède pas comme ça à cette espèce d'apparence, ou théorie des apparences, qui voudrait que les uns soient totalement banalisés et les autres extrémisés. Non, c'est pas exact de se dire on peut faire avec les uns et plus avec les autres. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé non plus les thèses sur l'art républicain, parce que voilà,
Marine Le Pen a fait quoi, 24% des électeurs au premier tour, ou 23%, Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, Reconquête on a fait 7%. Est-ce que c'est 50% des électeurs n'appartiennent pas à l'arc républicain? Qui est-on pour dire que des partis qui sont représentés à la jeunesse ne sont pas dans l'arc républicain? Donc quand Mme Borne dit le NUPES n'est plus dans l'arc républicain, c'est une faute politique, quoi. Non, c'est pas une faute politique. Bah non. Faut se garder de montrer du doigt ou d'exclure certains partis de l'arc républicain. Je ne juge personne. Mais non, vous me faites utiliser des formules qui ne sont pas les miennes. Je dis, moi, personnellement, je ne m'exprime pas comme ça. Je vois des partis qui sont l'arc républicain, dont certains me paraissent plus fréquentables que d'autres, dont certains me paraissent plus aptes à gouverner que d'autres, dont certains me paraissent avoir davantage la volonté de gouverner que d'autres. Mais après, vous savez, la stigmatisation, au fond, aboutit à la réduction. Et je pense que dans la situation où nous sommes, il ne faut rien... Et à la fracture. Et à la fracture, donc il ne faut rien rétrécir, et il ne faut pas tout couper. Voilà, ça, c'est mon sentiment. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de l'économie. C'est pour ça que je dis que je suis dramatiquement modéré. Je ne suis pas modéré dans mes positions, je ne suis pas moins radical qu'un autre, vous savez. Quand je réfléchis tout seul, encore une fois, j'ai mes colères, j'ai mes emportements, j'ai mes sympathies, j'ai mes antipathies, je ne suis pas ramolli du bulbe. Mais modéré au sens où je pense que dans une société comme la nôtre, qui est aussi fracturée, aussi clivée, il faut garder les capacités de se parler et analyser les choses avec un peu de raison, un peu froidement. Donc parfois, moi-même, je me refroidis. Pas ici parce qu'il fait très chaud, mais je me refroidis. Alors j'aimerais qu'on parle un peu macroéconomie, situation de l'économie française, donc, dont la Cour des comptes est un observateur important. Et n'oubliez pas le Haut Conseil des finances publiques. Et le Haut Conseil des finances publiques, vous avez raison. Alors, je vais sans doute être un peu caricatural, mais j'ai quelques chiffres et quelques traits importants en tête. On a un déficit budgétaire qui doit être aux environs de 170 milliards, on a un déficit commercial apocalyptique, on a enregistré un premier trimestre de croissance négative à moins 0,1. Bon, c'est l'épaisseur du trait, mais on sait que techniquement, si on en a deux de suite, on bascule en récession. On a un chômage qui remonte. On a une dette qui dépasse les 110% du PIB. On est très loin, évidemment, des critères de convergence de Maastricht. Vous avez, vous et vos collaborateurs, rédigé des rapports importants. Comment est-ce que vous analysez cette situation qui semble, pour les observateurs incompétents que nous sommes, très très difficile et très problématique? Vous avez souri, donc ou c'est commentateur ou incompétent? Non, je souriais de votre fausse modestie. Vous n'êtes pas incompétent, vous n'êtes pas un commentateur non plus, vous connaissez ça. Non, sur l'économie française, il y a des choses contrastées. D'abord, l'économie française, en effet, ne se porte pas si mal. Et dans le contexte, quand même, pour le coup, de croissance très faible à l'échelle mondiale, avec une croissance hyper faible dans la zone euro, avec notre grand voisin, l'Allemagne, qui est en récession, la performance française est loin d'être déshonorante. Nous avons de belles entreprises, nous avons un grand marché, nous avons énormément d'atouts, nous avons une main-d'œuvre convenablement formée, nous avons un système de recherche qui est très inégal. Il est insuffisamment financé, mais il reste des zones d'élite qui nous permettent de rester en première division. J'en parlais ce matin avec un prix Nobel qui est membre du Conseil présidentiel de la science. Que vient d'installer le président de la République. Nous avons encore donc beaucoup d'opportunités et de chances. Donc je ne suis pas du tout dans l'autoflagellation. Le taux de chômage, il est certes élevé par rapport à d'autres à 7%, mais il correspond. Il n'est pas loin de correspondre. Vous croyez au retour au plein emploi à 5% en 2027, qui est le grand totem du président de la République en matière économique? Nous n'en prenons pas le chemin, mais ce n'est pas totalement infaisable. Et de toute façon, ce qu'on constate, c'est que d'ores et déjà maintenant, dans toute une série de secteurs, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc il y a des endroits où nous sommes insuffisants, il y en a d'autres où nous sommes au-delà du plein emploi, avec ce qu'on appelle du chômage frictionnel. Donc sur la situation macroéconomique du pays, elle n'est pas aussi extraordinaire que certains le disent. On commence à se réindustrialiser, mais c'est lent. Notre commerce extérieur est effectivement dramatiquement déficitaire. Donc notre compétitivité est insuffisante, mais notre attractivité s'est renforcée. Et donc de ce point de vue-là, si vous voulez, j'ai un jugement contrasté plutôt positif, dirais-je. Et je ne prévois pas, et la Cour ne prévoit pas, de récession pour la France. Nous pensons que la croissance... Enfin, on a déjà un trimestre de croissance négative. Léger, mais on l'a. C'est un trimestre de croissance négative qui se fonde à lui-même sur la base d'un second trimestre qui avait été exceptionnellement favorable. D'ailleurs, personne n'a compris pourquoi. 0,6 points. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les acquis de croissance. Avec une consommation des ménages qui se tasse, là. Qui se tasse. Donc, c'est pour ça que la prévision de croissance que nous épousons, c'est celle du consensus, c'est 0,7, 0,8 en 2024, ce qui n'est pas extraordinaire, mais dans le contexte général, bon. Là où nous avons un problème spécifique, que pour ma part, c'est mon fonds de commerce, c'est mon métier.
la Cour des comptes, le Conseil des finances publiques, ça, c'est que nos finances publiques, pour le coup, autant je dois dire que notre économie, quand on se compare à d'autres, est loin d'être dans une situation déshonorante, a beaucoup d'atouts, autant nos finances publiques, pour le coup, sont dans une situation qui n'est pas digne d'un pays comme la France. Et elles doivent être redressées. Alors, je vous ai donné les chiffres, mais je vais peut-être y revenir. Nous avons un déficit cette année qui est encore à 4,9% du PIB, 4,4 dit-on pour 2024. Optimiste. C'est 3 points normalement. Hein. Voilà. Et ça doit être 3 points. Bon. Et nous serons probablement, en tout cas c'est ce qui est visé, à 3 points en 2027, à voir, alors que tous nos partenaires de la zone euro, ils seront en 2025, au plus tard en 2026. Donc nous sommes loin d'être les plus ambitieux. Des PIB, on est à 110, on doit être à 60. En termes de PIB, nous sommes à 100. Oui, mais ça, le 60, c'est un objectif très lointain que même si je vis très longtemps, je ne verrai probablement pas. Mais c'est un objectif. Et là, 110 points de PIB, c'est 3 000 milliards d'euros. Nous sommes là, pour le coup, près de 20 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. 20 points. Et nous sommes les troisièmes sur le mauvais côté du podium. C'est-à-dire, il y a la Grèce, l'Italie, la France. Les dernières, il y avait devant nous... Ce que les Allemands appellent le Club Med. Oui, si. Oui, mais non, la France n'est pas dans le Club Med parce que, d'abord, elle est liée à l'Allemagne, c'est un pays cœur de la zone euro, oui, elle a des atouts économiques. Existe encore. Mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. La France a des atouts que n'ont pas d'autres pays en termes structurels. Et nous avons un notamment, je vais vous surprendre, nous avons un État qui fonctionne encore. Nous avons notamment une administration fiscale. J'ai eu l'honneur de la diriger quand j'étais ministre des Finances. Non, elle fonctionne extrêmement bien. Et les Français sont des bons contribuables. Ce qui permet de faire rentrer les impôts. Et ça, c'est un pilier très fort que, par exemple, n'ont pas les Italiens ou les Grecs ou d'autres pays. Alors, je reviens. Mais l'année dernière, il y avait deux pays qui étaient plus endettés que nous, c'était la Belgique et l'Espagne. Ils sont derrière nous maintenant. Donc je dis, attention, ce n'est pas notre place. Et je vais ajouter une chose, c'est que moi je ne suis pas un partisan de l'austérité, je ne l'ai jamais été. Je ne pense pas que notre dette soit infinançable, elle est soutenable. En revanche, quand on a un service de la dette, c'est-à-dire... Alors, qui va représenter le premier budget de l'État, c'est-à-dire... Non mais on va être à 70 milliards d'euros. Non, je vous donne les chiffres de manière assez précise. En 2021, donc il y a 2 ans, notre service de la dette était à 25 milliards. C'est très pratique, les taux d'intérêt étaient négatifs, donc si vous voulez, plus vous endettez, plus vous enrichissez. Quelle aubaine. Mais ça a changé. Les taux d'intérêt sont redevenus positifs, notre déficit a continué à croître, et donc aujourd'hui, le service de la dette en 2024, ce sera 57 milliards. Ça veut dire qu'en 2024, le service de la dette devient le deuxième budget de l'État. C'est-à-dire qu'il surpasse celui de la défense et bientôt augmenter. En 2027, c'est 87 milliards d'euros. Ça veut dire le premier budget de l'État. Premier budget de l'État devant l'éducation nationale qui est à 75. Ce qui veut dire que si rien n'est fait, et c'est probablement maintenant inévitable, ça aura triplé en 6 ans. Et surtout, une fois que vous avez 84 milliards d'euros à rembourser, en début d'année, ou en fin d'année, peu importe, comment pouvez-vous financer les investissements nécessaires à la transition écologique, à la transition numérique, à l'investissement et la recherche, à l'innovation, à la modernisation de l'hôpital, de l'éducation nationale. Et donc je dis qu'il faut absolument, ça c'est mon message, reprendre une pente qui fait que ça s'inverse fortement. Après, comment vous faites? Mais comment on fait? Alors il y a 3 leviers. Le maire a annoncé pour 2024 285 milliards d'euros d'emprunts supplémentaires. Oui, mais ça, c'est pas le chiffre qui est significatif. Non, si, un peu. Parce qu'on roule une partie de la dette avec cet emprunt-là. Eric Revel, tant que cette dette trouve preneur, et elle est remarquablement bien gérée par l'Agence française du Trésor, il n'y a pas de problème. Le jour où certains investisseurs pourraient se dire « cette dette est moins bonne que prévu », c'est ça la question, c'est la qualité de la dette. Qu'est-ce qui peut peser sur la qualité de la dette? D'abord, il y a la quantité, c'est trop. Et le service de la dette, c'est trop. Le service de la dette empêche l'action publique. Moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est que Dominique Strauss-Kahn, qui fut un compagnon politique, un prof à l'ENA, il a une formule, il disait « la dette publique, c'est l'ennemi de l'économie et c'est l'ennemi de la gauche ». Ça peut surprendre, parce que je sais qu'il y a certains à gauche disent toujours « c'est formidable de s'endetter ». C'est stupide. Pour une raison simple, c'est que chaque euro que vous consacrez au remboursement de la dette, c'est 1 euro en moins pour l'éducation, la justice, la sécurité, ou l'hôpital. Donc c'est de l'argent gâché, ça ne sert à rien. Donc ça c'est trop.
Et donc, il faut absolument la Mais réduire. ce qui peut nous faire Alors, il y a passer trois- de l'autre côté, il y a du trois côté de leviers. la face obscure quand même, Il y a trois Pierre leviers. Moscovici, c'est la dégradation de la note financière Alors, il y a- par les agences de Vous notation. l'observez que ça ne s'est On- pas, ça non, s'est pas ça ne produit. s'est pas fait, mais on est sous implication négative quand même. Oui, Ça veut dire- bah et oui, donc il faut être Standard extra- & Poor's. Oui, sauf que si les agences avaient voulu nous dégrader, elles l'auraient fait. Ça veut dire que la finance publique n'est pas le seul critère. C'est pour ça que je vous donnais un jugement balancé. C'est-à-dire, il faut regarder la force concrète du pays, la solidité de son économie, la solidité de ses institutions et de sa vie politique. Il faut y faire très attention aussi. Et enfin, les finances publiques. Les finances publiques seules, les agences de notation ne jugent pas que les finances publiques. Mais je reviens aux finances publiques. Quels sont les leviers? Il y en a trois. La croissance. Nous ne faisons pas d'illusions. Nous ne sommes pas partis pour une nouvelle 30 glorieuse. Si nous avons, dans les années qui viennent, nous estimons de la croissance dite potentielle du pays, c'est-à-dire indépendamment de la conjoncture, à 1,3%, 1,2%. Voilà. Donc nous sommes partis pour des années de croissance assez lente. Nous sommes des pays vieillissants. Nous n'avons pas les ressorts démographiques d'une croissance très forte. Alors il faut essayer de l'augmenter le plus possible. C'est en ça que les efforts sur l'attractivité, la recherche, l'innovation, la modernisation du pays, la réindustrialisation sont extrêmement utiles. Bon. Donc Mais c'est pas- croissance. Alors, la deuxième chose, c'est la fiscalité. Il y a 10 ans, j'étais ministre des Finances. J'avais risqué une formule, le rabot fiscal, qui m'avait pas valu que des amis à gauche. Comment? Mais comment? Tout service public doit se financer, il faut trouver les impôts. Oui, mais les impôts, d'abord, il y a des limites quand même. Bah, on les la atteint en tolérance France, fiscale. vous êtes d'accord. Ah bah, on est 45, quasiment, on est en tête des pays de l'OCDE. 45% de prélèvements obligatoires en tête des pays. Il va y avoir un renoncement à l'impôt J'avais des raison il y a 10 Français, ans, j'ai au bout encore d'un plus moment. raison maintenant. Bon, donc ça ne peut pas être ce levier-là. Alors, je suis favorable à une stabilité fiscale. Je pense qu'il est très compliqué de baisser les impôts, très compliqué de les augmenter aussi, qu'on peut continuer à allouer des impôts. Il y a certains qu'on peut augmenter, d'autres qu'on peut faire baisser. Ça veut dire que. Mais le niveau fiscal Ok, ne doit donc pas la bouger. croissance, non, la fiscalité, non. Reste la Donc, dépense publique. La dépense Et sur la dépense publique, il y a quand même une chose, tout le monde dit, ouais, mais on est à l'os. Enfin, il est gros l'os, parce qu'on a 56% de dépenses publiques dans le pays. Donc ça veut dire qu'il faut réduire le périmètre de l'État, par exemple? Je Vous pense savez, au qu'il Canada, par exemple, il y a eu Oui, des oui, réformes courageuses qui ont été faites, vous les connaissez, à l'époque où Jean Chrétien Paul et- Martin Paul était Mar- ministre des Paul Finances. Martin, ministre des Et Finances, Jean Jean Chrétien, oui. Premier- Par exemple, ils ont privatisé le contrôle aérien. Tiens. Je ne pense pas qu'il s'agit de ça. Je pense qu'il faut avant tout Il ne procéder. faut pas réduire le périmètre de l'État. Je ne pense pas qu'il faille démarrer par de l'idéologie. C'est-à-dire, eux, c'est un autre État, le Canada, que la France. Ok. Nous avons une préférence collective pour la dépense publique qui vient de loin. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle un modèle social. Nous y sommes attachés, nous le défendons. 50 ans de déficit consécutif, avec la gauche, la droite et le centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour défendre ce modèle social. Après, il y a les qualités. Sarkozy avait même dit en 2008 qu'heureusement qu'on avait des amortisseurs sociaux pour amortir la crise qui Mais nous il n'avait pas tort, parce que même avec de l'austérité, la crise n'a pas fait autant de dégâts qu'elle aurait pu. Et là, heureusement qu'on a eu le quoi qu'il en coûte. Parce que sinon, c'était des vies en moins, c'est des entreprises en moins, c'est pas possible. Donc il nous reste la dépense publique. Donc, on fait quoi? moi, je préconise, vous parliez du Canada, Oui. qu'on généralise un exercice que nous avons très peu pratiqué, qu'on appelle les revues de dépenses. Autrement dit, ça s'appelle, c'est-à-dire, vous prenez une politique publique, vous soulevez le capot. Vous allez regarder sous le capot, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a des endroits où il faudra investir plus. On a besoin de dépenser. C'est pour ça que l'idée de réduire la dépense publique, faire du rabot, c'est une idée débile. Là où il faut investir, investissons. Il y a des endroits où ça ne marche pas. Là, il faut économiser. Il y a des endroits où ça marche, il faut conserver. Et je constate que Bruno Le Maire et le ministère des Finances s'y sont engagés, j'allais dire enfin, que cette idée de désendettement est maintenant là. Mais vous savez, je vais donner un chiffre encore. L'an prochain, pour le PLF, projet de loi de finances 2025, celui de 2024, il est parti. Il faudra trouver 12 milliards d'euros d'économies pérennes. Dans le PLF 2024, il y a 16 milliards d'euros Oui, d'économies. enfin, c'est l'arrêt du financement Absolument. du Covid, des aides pour le Covid. Il y en a 12,5 qui viennent de l'arrêt des dispositifs d'urgence. Il y a 3,5 qui sont structurels. L'an prochain, les amis, il faut changer de braquet. Et pour trouver 12 milliards sans faire de l'austérité, il faut être très intelligent. Et pour être intelligent, il faut quand même aller regarder ce qui se passe dans les politiques publiques. Il y a des gisements d'économie. Ils sont nombreux, très nombreux. Ce n'est pas à moi de les donner, mais il faut aller les chercher. Et je ne dirais pas avec les dents, mais quand même très vigoureusement. Pour terminer, Pierre, parce que ici, j'aimerais qu'on parle de l'Europe. Vous avez été aussi commissaire européen sous deux aspects. Le Commissaire premier, européen, ministre des Affaires européennes, parlementaire européen. J'ai fait le tiercé dans le désordre des vous institutions. connaissez bien comment ça fonctionne. Oui, j'ai passé 20 ans. quand même. Sous deux aspects. Le premier, c'est, je reviens à ma loi immigration. On sait que depuis des années, du côté de Bruxelles, il y a un pacte de migration et asile qui est travaillé, dont on nous dit d'ailleurs tous les jours qu'il va aboutir. Voilà. À quoi ça sert? Première question. À quoi ça sert de mettre en place une loi
immigration en France, dure, pas dure, contraignante, pas contraignante, alors que sans doute si ce pacte migration et asile vient à maturité, on aura des directives à transposer et que peut-être ça battra en brèche notre propre politique d'immigration. Première question. Et deuxième question, si vous permettez. On parlait des fameux critères de convergence de Maastricht. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une discussion de fond. Est-ce qu'on les maintient en tant que tels? Est-ce qu'on les élargit? Est-ce qu'on les fait à la carte, suivant les pays? Quelle est, sur ces deux sujets, votre position? Alors, d'abord, le pacte migratoire européen, ce n'est pas un ensemble de directives, ce n'est pas que du législatif, ce n'est pas la transposition, c'est du pratique, première chose. Et deuxième chose, ce n'est pas toutes les politiques d'immigration. C'est essentiellement la protection de nos frontières, la régulation de l'asile. Et donc, ça, c'est un cadre commun à l'intérieur duquel il y a place pour des politiques migratoires nationales. Pour une souveraineté nationale. Oui, et nous avons une. Alors, dans le respect aussi des principes du marché intérieur, notamment la liberté de circulation des personnes. Le président de la République ne parle que de souveraineté européenne, il ne parle plus de souveraineté nationale. Mais bon. Il parle des deux en réalité. Non. Oui, bon. Je ne vais donc, pas du tout se politique migratoire, il n'y a pas de télescopage, il n'y a pas d'incohérence entre les deux. Il y a une articulation à faire entre les deux. Il y a une articulation à faire entre les deux. Autant, si vous voulez, à ceux qui sont anti-européens, je leur dis, votre approche n'est pas juste, parce qu'il n'y a pas de problème, qu'il soit social, écologique, économique, migratoire, qui n'ait de solution qui est au moins une partie européenne. À ceux qui sont totalement pro-européens, au point de dire, voilà, nous sommes un super État, je leur dis non. Il reste encore une place pour des déclinaisons nationales et pour des politiques nationales. C'est pour ça que, quand j'étais jeune, j'étais un fédéraliste à la monnaie, je voulais, avec les États-Unis d'Europe, je les citais, Victor Maintenant, Hugo. vous avez un peu changé quand même. Je me suis rallié à la thèse de Jacques Delors, la fédération d'États-nations. Il faut fédérer, et fédérer des États-nations qui le demeurent. Bon, donc ça, c'est ma première réponse. Sur la deuxième. Sur les critères. Les critères vont rester. 3 et 60%. Mais à la carte, il y en a un qui est extrêmement robuste. Ça ne remet pas en cause l'euro? On n'est pas devant une crise de change? Il y en a un qui est très robuste. C'est les 3%, c'est du bon sens, tout simplement. Ça pourrait être 2,5, ça pourrait être... On venge dette PIB. C'est-à-dire que c'est en gros le niveau à partir duquel... Vous pouvez faire baisser parce que le PIB augmente? La dette publique se rend dans un système isotherme ou à égalité de pression. C'est le niveau où la dette s'inverse. Donc il faut les viser. Et même, il faut être nettement en dessous, en réalité. Donc celui-ci? Bon, celui-ci va rester, et il sera, non seulement, il va rester, mais il sera respecté, alors, le plus ou moins vite. Après, l'autre 60%, c'est un critère qui doit rester un objectif, mais pour certains, un objectif très lointain. Nous sommes 50 points en dessous. Et si nous réduisons notre dette publique, comme nous le faisons maintenant, de max 0,5 à 1 point par an, vous voyez que c'est pour ça que je disais que je ne le verrai probablement pas, il y en a pour 50 ans. Mais je ferai quand même une observation, c'est que en 2001, je cite cette date, à la fois parce qu'à l'époque je suis ministre des Affaires européennes, c'est surtout l'année d'entrée dans l'euro. En 2001, la France et l'Allemagne ont 58% de dette tous les deux. Nous sommes donc 20 ans après, c'est pas très long 20 ans. Nous avons 50 points de plus. Ils ont 7 points de plus. Mesurez l'écart. Et donc effectivement, on finit par se donner des élongations quand on a des situations aussi hétérogènes dans une union monétaire. Donc la dette, je suis effectivement pour une approche plutôt nationale. À partir on ne peut pas demander à la France de faire la même chose que l'Allemagne, ce serait tuer notre économie. Nous ne le faisons pas. En revanche, prenons des engagements forts et ajoutons que celui qui est le plus endetté doit faire le plus, pas le moins. N'ayons pas cette illusion pour le coup. Et donc je pense que le projet de réforme qui est sur la table est plutôt intelligent, même si on retrouve les débats nationaux typiques entre une plus grande frugalité allemande et une plus grande flexibilité française, dirais-je. Deux toutes petites questions, pardonnez-moi, j'ai l'esprit un peu en escalier, parce que je suis sûr que vous avez réfléchi au sujet. La Banque Centrale Européenne a un objectif d'inflation, 2%. La Fed a un objectif de croissance. Est-ce que la BCE, compte tenu de ce qui s'est passé, est toujours une banque centrale efficiente pour le business, alors que la Fed a un objectif de croissance, puis je rajoute, soutenu par un paquet de 370 milliards de dollars, l'Iran, M. Biden, avec un gage de schiste qui permet des délocalisations subventionnées et avec une énergie pas chère du tout. Alors il y a deux choses. D'abord, l'économie américaine n'est pas l'économie française. Ils ont en effet une souveraineté énergétique pour le coup que nous n'avons pas. Et ils ont aussi une monnaie, le dollar, que nous n'avons pas. C'est-à-dire que l'euro a trouvé sa place comme monnaie de transaction, mais ce n'est pas devenu une monnaie de réserve internationale. Ça, c'est un privilège souverain pour les États-Unis qui est un grand avantage. Après, sur la Banque centrale, vous savez, tout va tellement vite qu'on oublie. J'étais là en 98, à Bruxelles, quand on a
lancer l'euro, décider l'euro. J'étais à côté de la salle, pas dans la salle. C'était les chefs de gouvernement qui étaient là, les présidents de la République. Mais je l'ai vu. La Banque centrale n'existait pas. Donc la Banque centrale française et européenne, elle est extrêmement récente. Pour une jeune banque centrale européenne, elle a conquis ses lettres de noblesse. D'abord, c'est un outil de stabilité indispensable. Et depuis, elle intègre aussi l'emploi, sans le dire dans ses statuts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2012, Mario Draghi a prononcé une phrase, « Whatever it takes ». Je ferai ce qu'il faut et tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro. Et à partir de ce moment-là, il a lancé ce qu'on appelle aussi le quantitative easing. Il a lancé des programmes expansifs en matière de refinancement de la dette. Et donc, au fond, la BCE et la Fed ont des compétences extrêmement proches en vérité. Et des politiques d'ailleurs extrêmement proches. Sans se coordonner, plutôt elles se coordonnent, elles se parlent, mais sans avoir bien sûr les mêmes décisions, on observe qu'elles sont extrêmement parallèles. Et donc j'ai une assez grande confiance dans la BCE, y compris dans sa capacité à prendre en compte l'économie réelle. Je le crois. Donc je suis là-dessus je reste très convaincu que l'euro, c'est vraiment ce qui nous protège. D'ailleurs, j'observe une chose. On vit dans un univers très tourmenté sur le plan politique. L'Europe, dès que l'univers est tourmenté, devient une cible pour certains. Il y a une chose qui ne change jamais. C'est l'attachement des Européens à l'euro depuis qu'il existe. Vous voyez, hier, je déjeunais avec un vieil ami, Alexis Tsipras, le Premier ministre de la Grèce pendant les années du programme. Et souvenez-vous de ce qu'il avait fait. Il avait organisé un référendum contre le programme. La semaine suivante, il avait négocié un autre programme qui avait été pas moins dur. Pourquoi? Parce que les Grecs voulaient sortir de la solidarité à 75%, mais ils voulaient rester dans l'euro à 75%. Et donc l'euro est maintenant inscrit, pas dans nos gènes, mais dans vraiment nos réflexes. C'est une excellente chose. Et je le dis à ceux... un pilier fiscal peut-être en Grèce qui n'est pas aussi solide que le nôtre. Ça, en plus, d'accord. Bien sûr. Mais d'ailleurs, il fallait refaire, je ne vais pas refaire l'histoire grecque, on a été beaucoup trop dur avec la Grèce, on n'a pas été intelligent. Et il a fallu que la commission Juncker arrive. J'étais en charge de ça, auprès de Jean-Claude Juncker, pour être beaucoup plus dialoguant avec eux. Mais c'est vrai que le marché du travail ne tenait pas, le système des retraites ne tenait pas. Il était 2 fois plus coûteux que n'importe où dans l'Union européenne. Il y avait des réformes à faire. Elles ont été mal faites ou brutalement faites, mais il fallait les faire. Et d'ailleurs, Alexis Tsipras, les Grecs peuvent lui être reconnaissants de les avoir fait, de ce point de vue-là. Peut-être fallait-il un homme de gauche, d'ailleurs, pour faire, je ne dirais pas avaler, mais passer des réformes aussi difficiles, même si ensuite les électeurs lui en ont tenu rigueur. Donc voilà, la Banque Centrale Européenne, l'euro, c'est un acquis extrêmement puissant. J'observe d'ailleurs que personne ne s'y attaque. On parlait tout à l'heure de Mme Le Pen. Dans son premier débat face à Emmanuel Macron, voilà. Elle a eu du mal, parce qu'elle n'était pas claire sur la question. Aujourd'hui, on ne parle plus de la sortie de l'euro. Heureusement. Donc il reste des acquis solides. Et la Banque Centrale Européenne ne peut pas être critiquée non plus. Et elle est indépendante. Vous savez, ceux qui rêveraient d'un retour au franc, je leur dis bon courage. Parce que ça se traduirait presque du jour au lendemain par une prime de risque, par un écart de spread, peut-être de 500 points de base. Et comment voulez-vous financer des investissements quand vous avez 500 points de base d'écart avec le voisin? Tout le monde est conscient qu'il faut garder ça. Pierre Moscovici, nos meilleures années, la jeunesse, les amis, la politique chez Gallimard. Donc je vais le lire parce que maintenant je l'ai, enfin, bien. Grâce à votre éditeur et à vous-même. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas nostalgique. Ouais, non. Mais quand même, on est tous un peu. Arrêtez, on est tous un peu. Non. Qu'est-ce que vous regrettez le plus, votre jeunesse, vos amis ou la politique? Je regrette plus la jeunesse et les amis que la politique. Non, je ne regrette pas, mes amis sont toujours là. Parce que j'ai de la chance, je suis certes un homme très âgé maintenant, mais ça va encore. J'ai encore la plupart de mes amis, et je n'en ai pas changé. Je suis extrêmement fidèle, vous savez, et en amitié et en politique d'ailleurs. Je suis assez granitique, je suis sur une certaine ligne. J'en ai bougé quand j'avais 20 ans, mais depuis, pas tellement en réalité. Non, je regrette la jeunesse, je regrette mes parents, je regrette ceux qui ne sont plus là, je regrette aussi un certain climat de l'époque, je regrette l'époque où il y avait des intellectuels dans ce pays qui s'engageaient. On a besoin, je pense, de réintellectualiser le débat démocratique et politique. Ça nous manque une parole qui imprime. Je regrette des choses comme ça. Mais au fond, je ne regrette pas grand-chose dans cette affaire-là. Et je ne suis pas nostalgique. Je témoigne de quelque chose qui n'existe plus. Et je dis attention, faisons attention à ne pas nous enfoncer davantage dans le débat démocratique. Quant à la politique, j'étais très heureux de faire de la politique. J'ai adoré ça. Tout. Ouais. J'ai adoré être élu local, j'ai adoré être ministre. J'ai adoré, c'est du passé composé. C'est derrière vous, vraiment? Je pense que comme j'en ai fait, oui, c'est derrière moi. Pourquoi? Parce que les Français aspirent à avoir de nouveaux visages. En revanche, si vous me demandez si, une fois que j'aurai terminé mes années à la Cour des comptes, je reprendrai
position dans le débat politique. J'adresse certains plus jeunes que moi. La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est la citoyenneté, la démocratie. Ouais. Mais je ne reviendrai pas député. Je ne redeviens pas conseiller général. Je ne reviendrai pas élu local. Voilà, je pense que je n'appartiendrai plus jamais aux instances d'un parti, qui était d'ailleurs meilleur à l'époque où j'étais dedans qu'aujourd'hui. Donc voilà. Et vous avez dit quelque chose de très important là, pour terminer. Vous avez dit à l'époque, il y avait des idées. Et je rajouterais, les idées à l'époque, dans les années 80, étaient portées par la gauche. C'est les idées de la gauche du débat sociétal qui étaient mises sur la table par la gauche. Et donc les réactionnaires, ceux qui étaient en réaction des idées de gauche, c'était les gens de droite. Aujourd'hui, Pierre Moscovici, est-ce qu'on n'assiste pas à l'inversement de ces choses-là? C'est-à-dire que les idées qui sont dans le débat national, pardonnez-moi, sont plutôt des idées de droite. Et donc ceux qui sont en réaction et qui ont moins d'idées sont les gens de gauche qui deviennent les néo-réactionnaires. Comme d'habitude, vous simplifiez ça. À la fin, vous dites que ce n'est pas parce qu'ils ont moins d'idées qu'ils deviennent des nouveaux réactionnaires. Mais ils ont assurément une idée. Et peut-être d'ailleurs, ça tient-il aussi au fait que finalement, ils l'ont emporté. C'est-à-dire que beaucoup de nos idées sont entrées en pratique et ne sont pas discutées. C'est pour ça que la gauche n'en a plus, alors. Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'un certain nombre, il faut les renouveler. Certaines idées sont passées. Donc elles sont là. Elles sont des piliers solides. Et donc il ne faut pas toujours avoir des idées du passé. Il faut avoir des idées du futur. Et pour le reste, c'est vrai qu'il y a une certaine droite, et une droite très dure, qui a compris à un moment donné qu'il fallait qu'il vise l'hégémonie culturelle. C'est le gramscisme. C'est l'ensemencement du terrain culturel. Et qu'ils ont fait touche pas à mon pote avant l'élection de François Mitterrand. Et qu'ils ont fait la marche des beurs à Lyon avant l'élection de François Mitterrand. Et qu'ils ont fait des efforts pour ça. Je viendrai à théoriser. Et donc aujourd'hui, l'hégémonie n'est pas encore à droite, mais la gauche a certainement perdu beaucoup de terrain. Est-ce que pour autant la gauche est devenue néo-réactionnaire? Je ne vois pas le rapport. On peut être sans idée et ne pas être néo-réactionnaire. Mais néo-réactionnaire, ça veut dire qu'on est en réaction. C'est pas forcément dans ma bouche quelque chose de... Je dois dire que je m'intéresse encore à la politique. Vous dites, on n'y peut rien. C'est comme le vélo, on reste dessus. Je la lis, je la suis, j'y réfléchis, j'en fais plus. Et je me suis parfois frustré de ne pas prendre position. Mais je ne suis quand même pas ébloui par le niveau de certaines productions. Voilà, j'ai appartenu à un parti politique, le Parti socialiste pour ne pas le nommer. Quand je suis entré au bureau national du Parti socialiste, oui, je évoquais il y a 32 ans, j'étais le plus jeune. Je voyais autour de la table Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Jean-Pierre Chevènement, Lionel Jospin, Pierre Jox, Paul Quillès, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Elisabeth Guigou, Roland Dumas, blablabla. Je pense que si j'allais aujourd'hui au bureau national du Parti socialiste, ce n'est pas tout à fait les mêmes que je verrais. Et par ailleurs, je pense que la créativité qui existait... Quand je suis revenu au secrétariat national du Parti socialiste avec Lionel Jospin en 1995 pour préparer les élections de 1998 qui ont eu lieu en 1997, on a mis en branle une machine à produire, sinon des idées, en tout cas des programmes, qu'aujourd'hui je ne vois pas fonctionner, c'est vrai. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Donc, Nos meilleures années, la jeunesse, les amis, la politique chez Gallimard. Bon, maintenant je l'ai, je vais le lire. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que je pense qu'on a eu un débat à la fois éclairant, puis voilà, sans langue de bois. C'était le club de l'hémicycle de Pierre Moscovici. Je suis trop vieux pour la langue de bois. Que je remercie beaucoup et je pense qu'on peut applaudir Pierre Moscovici. Merci cher Pierre. Merci à vous. Voilà.